Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce journal de la Starbase de la semaine, avec aujourd'hui encore et toujours beaucoup de choses à voir et à dire sur ce fameux programme Starship de SpaceX, actuellement en cours de développement à Boca Chica au Texas. On commencera donc par les news légères, très philosophiques ma foi, pour ensuite enchaîner avec le site de lancement en pleine mutation, que ce soit au travers de la réorganisation de la ferme à Ergol, pour des raisons évidentes de sécurité, ou encore avec le chantier du second pas de tir qui avance à vitesse grand V. Philippe répondra comme toujours à vos questions, mais se penchera également sur les récents tests effectués via le B14.1, ce bébé booster qui a permis de vérifier l'agilité et la précision des bras de la tour. Bon, vous êtes prêts? Allez-y, on décolle pour le Texas. Si vous êtes un peu du genre tranquillement le matin et pas trop vite le soir, alors cette rubrique un peu rêveuse est faite pour vous. En effet, lors des news légères, on flâne toujours un peu sur les réseaux afin de voir quelle publication attire notre intérêt. Aujourd'hui, Austin Barnard est à l'honneur car en fouillant dans les archives de son ordinateur, il a retrouvé de vieux enregistrements et, excusez du peu, une séquence filmée par un drone au-dessus de la Starbase, c'était il y a presque 6 ans maintenant. Encore une fois, le temps passe vite et comme dit l'ami UFO, effectivement, SpaceX n'a pas le temps de niaiser. Alors rassurez-vous, je ne suis pas nostalgique et loin de moi l'idée de répéter sans cesse que le temps passe, car bien utilisé, le temps peut s'avérer utile pourvu qu'on soit constant, que l'on persévère et que l'on suive sa ligne directrice, en ne cessant jamais de vouloir réaliser ses rêves. C'est marrant, ça me fait penser à la création du journal de l'espace, ça. Mais à la base, je voulais surtout vous parler d'Elon Musk, qui lui aussi nous dit dans ce tweet, je cite, « Comme le temps passe », et si on reprend les mots du petit discours qu'il a glissé en dessous de ce tweet et qu'il prononçait 21 ans plus tôt, où il disait qu'il allait créer une fusée monstrueusement puissante et entièrement réutilisable, là, la notion du temps qui passe prend un tout autre sens. Loin de moi l'idée de faire du développement personnel de bas étage, mais c'est la preuve que le temps, quand il est bien utilisé, n'est plus un ennemi mais un véritable allié. Et quand il s'agit de gérer son temps, de l'optimiser et de rentabiliser chaque seconde de la journée, SpaceX, à l'image de son PDG, n'est pas mauvais non plus dans son genre. D'ailleurs, rendons-nous tout de suite sur le site de lancement pour vérifier ça, avec pour commencer le fameux démantèlement en cours de la ferme à Ergol, dont les 3 derniers GSE verticaux sont en train d'être retirés, puis découpés dans les règles de l'art. Bientôt, ces réservoirs verticaux qu'on avait l'habitude d'apercevoir lors des survols de Mauricio ou sur les images capturées par les caméras de Lab Padre ne feront plus partie du paysage du site de lancement. Bon, revenons un peu à présent sur le B14.1. Pour rappel, cet article test est actuellement chargé de valider certains paramètres concernant la future manœuvre de rattrapage des boosters par les bras de la tour. Le B14.1 a finalement quitté le pas de tir ce week-end pour aller se reposer un peu sur le site de Sanchez. Philippe Ribert a voulu profiter de cette pause bien méritée pour revenir un peu en détail sur la campagne de test de cet article dont l'avenir reste incertain. Et oui, car comme le précise ici Vixi, on ne sait pas encore quel sera son destin. Alors est-ce que cet article sera détruit, recyclé ou à nouveau réutilisé pour le même type de test? Cette dernière option semble tout de même plus probable. En effet, cette section test d'environ 21 mètres de hauteur, dont les sections basses et hautes sont identiques à celles d'un vrai booster complet et dont seule la partie médiane est simplifiée et raccourcie, équipée d'un seul réservoir, c'est une sorte de réplique à l'identique en modèle réduit qui a son utilité. La plupart des observateurs de la Starbase pensent que ce bébé booster a permis de déterminer que le bras droit des chopsticks devra être réglé plus précisément, être mieux synchronisé avec le bras gauche. Des tests supplémentaires pourraient donc être nécessaires. SpaceX, qui avait déjà testé avec succès la résistance mécanique de ses 2 crochets situés en partie haute sur le can crusher, a poursuivi le test jusqu'au bout en installant le B14.1 sur la table orbitale et en le fixant sans doute à l'aide des 20 pinces mécaniques. Bon, vu le traitement qui lui a été infligé par la suite, ce solide accrochage à la table s'est révélé plus que nécessaire. Afin d'augmenter la représentativité lors des essais, le prototype a aussi été rempli en eau et pressurisé, afin de lui donner la masse mais aussi la rigidité d'un booster prêt à atterrir. Contrairement aux attentes de beaucoup d'entre nous, il n'y a pas eu pour cette première série de tests de simulation d'atterrissage réalisée à l'aide d'une grue. Mais ce n'est que partie remise, car cette partie des essais en dynamique serait très utile pour calibrer l'installation. Lors de cette première partie, les essais statiques pour le B14.1 se sont concentrés sur les mouvements de fermeture et ouverture de la pince formée par les 2 bras, on en parlait encore samedi soir dernier.
Également, nous avions assisté il y a quelques semaines au remplacement du vérin principal du bras gauche des chopsticks. Il fallait donc requalifier celui-ci afin de permettre un bon réglage du système hydraulique qui pilote sa vitesse de manœuvre. Le vérin et le système hydraulique qui pilote le bras droit de la tour sont pour l'instant d'origine, nous ne savons pas encore s'ils seront modifiés par la suite, et lors de cette dernière séquence de test, nous avons pu voir le bras effectuer sa manœuvre plus de 8 fois, n'hésitant pas à chercher le contact avec le corps du B14.1. Cette première séance d'essai a donc principalement profité à la vérification des possibilités de mouvement des bras de la tour et non à un processus de rattrapage dynamique complet. Il est à noter que depuis le B7, des glissières biseautées sont installées en dessous des crochets de levage dans le but de faciliter le glissement lors des tentatives de rattrapage. Tel que nous le devinons suite à ces essais, la séquence d'approche du booster ne cherchera pas à éviter le contact direct entre les bras et la coque, bien au contraire, et c'est pour ça qu'un revêtement amortissant a été ajouté sur les faces intérieures des deux bras afin de limiter les dégâts sur la coque du booster pendant la phase de glissement de celui-ci vers le bas. En position totalement fermée, les deux bras sont en butée mécanique et forment un couloir bien parallèle, juste au diamètre du booster. Il n'y a donc pas de risque d'écraser celui-ci comme une canette de soda qu'on écraserait dans ses mains. La version actuelle des bras de la tour, de grande longueur, nous montre l'inconvénient d'une inertie trop importante. En effet, il est possible de voir sur les vidéos plusieurs oscillations parasites lors de la manœuvre d'arrêt des bras. Ces oscillations risquent de compliquer l'accrochage des deux pions de levage sur les rails de guidage au sommet des bras, ce qui ne serait pas sans conséquence. Le mouvement des futurs bras plus courts et légers sera à cet égard beaucoup plus facile à maîtriser. De toute façon, il aurait été hors des possibilités de résistance des bras actuels et de leur chariot de supporter un rattrapage en bout de bras. Il ne s'agit donc pas d'une régression. Mais quelle sera la répartition des rôles entre le booster en pleine approche et les deux bras de la tour dans cette chorégraphie aérienne ? L'image que nous pouvons avoir en tête, comme on l'a vu sur des animations, de deux bras ultra mobiles venant capturer habilement un booster en plein vol comme une mouche est bien évidemment fausse. En fait, ce sera plutôt l'inverse qui se produira, le booster venant de lui-même se blottir délicatement dans le creux des deux bras ouverts en position d'attente. Il devra ensuite, porté en vol quasi stationnaire par ses moteurs, glisser latéralement tout au fond du large V ouvert, puis se laisser ceinturer et guider en glissant progressivement vers le bas jusqu'à l'accrochage. Une translation vers le bas du chariot support des bras sera peut-être réalisée en parallèle, mais vu sa lenteur, elle n'aura pas un impact fort sur le résultat. Dans tous les cas, un subtil jeu dynamique entre les deux protagonistes sera nécessaire, piloté par un logiciel ayant la main sur l'ensemble des paramètres. Et oui, il est peu probable qu'un technicien, même un habile gamer, soit secrètement aux commandes d'un joystick devant un écran, mais faute d'informations précises sur les systèmes électromécaniques et de contrôle-commande mis à contribution, il est difficile d'en dire beaucoup plus à ce jour. SpaceX semble avoir obtenu une précision d'approche satisfaisante lors du 4e vol, mais n'a pas communiqué de chiffres précis compte tenu de la possibilité de déplacement latéral des deux bras, balayant une aire proche de celle des barges drones. Une précision du même ordre que celle obtenue régulièrement par les boosters Falcon 9 pourrait se révéler suffisante. L'ensemble de la chorégraphie n'ayant pas été testé jusqu'ici, il faudra attendre pour cela le retour du B14.1 qui à cette heure a quitté le site de lancement. L'hypothèse d'un lâcher par une grue est envisageable, mais pas certain. La taille réduite du B14.1 par rapport au Heavy Booster pleine taille ne permettra pas de valider l'ensemble des réglages en dynamique. Seule une tentative réelle le permettra, donc suspense garanti et affaire à suivre. En parallèle, le chantier du second pas de tir se poursuit sur une cadence équivalente aux derniers jours, avec en prime autour, et même au sein de l'ancienne ferme suborbitale quasiment détruite, d'autres travaux de terrassement. Un peu plus loin, l'assemblage d'un autre monstre se poursuit, celui de la grue d'Emag qui va se voir doté d'extensions afin de lui permettre d'œuvrer et d'assembler à son tour la seconde tour orbitale. En attendant, la base de cette dernière est toujours cernée par des camions et des ouvriers, la section d'un premier plancher était soulevée puis installée, marquant le début d'un premier étage. Toujours selon Vixi, et même si ce n'est pas forcément évident sur ces images, capturées en pleine nuit, il semblerait qu'un premier tuyau ait été soulevé et placé à l'intérieur de la structure, afin d'être ensuite raccordé au réseau qui y sera dédié. De jour cette fois-ci, et grâce aux caméras de NASA Spaceflight, on aperçoit en arrière-plan la fameuse foreuse, dont le travail consiste à consolider et viabiliser les sols, qui, elles aussi, restent très sollicités. L'Alétarien, ces prochaines semaines s'annonce passionnante et nous allons probablement voir une tour orbitale sortir de Terre en un temps record. Allez, rendons-nous à présent sur le site de Sanchez où justement les segments du second Mechazilla entreposés sur place ont reçu la visite d'ouvriers.
En effet, en parallèle du chantier du second pas de tir, des employés de SpaceX ont pris d'assaut les segments de la future tour orbitale afin de préparer certains équipements et faire en sorte que chaque partie de ce futur monstre d'acier soit définitivement prête à être assemblée aux autres. Les travaux de préparation en amont de l'assemblage de la tour s'intensifient donc car bientôt la totalité des différents segments, les chopsticks et leurs chariots seront réunis. En effet, en provenance de Cap Canaveral, le précieux chargement est enfin arrivé à bon port après une longue traversée du golfe du Mexique. Les bras raccourcis et les 2 derniers segments manquants de ce second Mechazilla seront donc bientôt déchargés au port de Brownsville, puis acheminés jusqu'à la Starbase de Boca Chica. Il faut donc encore juste un petit peu de patience. Non loin de là, sur le site de production, de plus en plus hermétique à toute prise de vue en raison de la construction de la Star Factory bien sûr, mais aussi en raison des portes installées sur chaque hangar du lieu, les travaux sur le bouclier thermique du S-30 se poursuivent. En effet, les parties dites sensibles du vaisseau, c'est-à-dire les endroits où la perte d'une tuile fait que le prototype n'est pas résilient et risque donc d'être pulvérisé lors de sa rentrée atmosphérique, ont fait l'objet d'une attention toute particulière, vous vous en doutez. Notamment sur les ailerons avec, comme vous pouvez le voir à l'écran, la fameuse sous-couche du matériau ablatif installée pour protéger au mieux cette partie vulnérable, reconnaissable par sa couleur noire, et qui semble être appliquée par panneau entier. On remarquera au passage l'épaisseur des tuiles qui a été augmentée. Enfin bref, c'est un tout nouveau bouclier thermique prêt à en découdre avec les différentes couches de notre atmosphère. Espérons maintenant que ce nouveau dispositif fasse vite ses preuves lors du prochain vol, qui devrait avoir lieu, pour rappel, à la fin du mois de juillet. Allez, c'est le moment de passer à la rubrique consacrée à vos questions les terriens, et notre Philippe National a décidé de répondre à la question de Vladimir cette semaine. Bonjour et bravo pour vos vidéos, merci Vladimir. Je me demandais s'il tente un catch, c'est-à-dire un rattrapage, lors du 5e vol, y a-t-il un système déluge sur le côté de la tour? Il n'y aura pas 33 Raptors qui cracheront du feu, mais il y aura tout de même beaucoup de chaleur sur le lieu du rattrapage, non? Eh bien merci pour ta question Vladimir, et effectivement on peut se poser la question de la protection du pas de tir en cas d'atterrissage d'un booster dans les bras de la tour, c'est certain. Le fort impact thermique que nous avons maintenant observé lors de plusieurs décollages réels, nous en sommes déjà au 4e, nous a bien sensibilisés au fort risque de destruction que pourraient subir les divers équipements au sol, qu'ils soient proches ou pas de l'épicentre du brasier d'ailleurs. Lors du décollage, ce ne sont pas moins de 33 moteurs Raptor à 100% de leur puissance qui crachent ensemble près de 20 tonnes par seconde de gaz brûlant à une vitesse de 3400 mètres par seconde. Pas la peine de vous faire un dessin pour imaginer ce que subissent les plus proches structures métalliques ou bétonnées. Les longs mois de travaux de remise en état du pas de tir suite au premier vol nous ont bien éclairé sur ce point. Outre l'agression purement thermique, s'est ajouté un fort effet d'érosion des surfaces exposées, bien visible sur les surfaces bétonnées en raison d'une importante abrasion occasionnée par le sable et les minéraux soulevés et projetés par le flux de gaz brûlant. Le bouclier thermique, bien centré sous la table orbitale, a finalement permis de limiter grandement les dégradations subies lors des tirs, sans toutefois arriver au zéro défaut, pourtant requis dans le cadre d'une utilisation commerciale régulière. Dans le scénario d'un atterrissage avec les bras de la tour, les conditions physiques sont heureusement très différentes, enfin ça c'est si tout se passe comme prévu. La chorégraphie préparée par SpaceX pour son rattrapage acrobatique prévoit en effet de décaler l'axe du point d'atterrissage sur le côté de la table orbitale, afin de protéger celle-ci en cas d'échec de la manœuvre. En effet, un raté de l'accrochage verrait le booster glisser entre les bras, puis venir percuter le sol. S'en suivrait assurément l'explosion du compartiment moteur et un incendie de grande ampleur. Ici, plus que l'explosion initiale, c'est probablement l'incendie qui dévasterait la majeure partie du site, dont la ferme à ergol voisine est peu protégée. Mais finalement, considéré avec un peu plus d'optimisme, un rattrapage réussi dans de bonnes conditions serait finalement peu dommageable à la santé des installations. Je vais expliquer un petit peu tout ça. Pour rappel, la trajectoire retour du booster comporte 3 phases successives principales. Un premier allumage des 13 moteurs centraux immédiatement après la phase de hot staging permet au premier étage d'effectuer un fort freinage à haute altitude, vers 70-80 km, qui va briser une bonne part de son élan. Celui-ci poursuivra tout de même son ascension en mode balistique, c'est-à-dire sans moteur, dépassant légèrement les 100 km et la ligne symbolique qui lui est attachée. Le but de cette première phase, c'est de ramener le booster au plus proche de son site de lancement, et si possible directement dans les bras de la tour. Une séquence de freinage retardée ou moins énergique obligerait à une pause sur barge en pleine mer, à la façon des boosters Falcon 9 à qui l'opération réussit plutôt bien, sauf qu'ici pour récupérer un booster de cette taille, il faudrait une barge beaucoup plus grande. S'ensuit alors une phase de chute accélérée par la gravité terrestre, la vitesse passant de son minimum, soit 880 km/h à l'apogée du B11, à un maximum de 4400 km/h vers les 30 km d'altitude.
C'est à ce moment que le compartiment moteur du booster est soumis aux plus fortes contraintes, à la fois thermiques et aérodynamiques. Le contrôle directionnel du booster est assuré par les grid fins, les fameuses grilles, car l'air ambiant est maintenant suffisamment dense pour permettre un pilotage aérodynamique de l'engin. Il est important que les 13 moteurs Raptor centraux ne soient pas trop malmenés, car on va bientôt compter sur eux pour assurer la fin de la mission. Vient alors une dernière phase de freinage motorisé, elle, et celle-ci est déclenchée le plus tardivement possible, car le volume d'ergol contenu dans les petits réservoirs auxiliaires dédiés à l'atterrissage est lui limité, et ne permet qu'environ 6 à 7 secondes de fonctionnement avec les 13 Raptors centraux qui assurent l'essentiel du freinage, puis une quinzaine de secondes enfin avec les seuls 3 moteurs du milieu. Ces 3 valeureux finalistes sont largement suffisants pour assurer le vol quasi stationnaire du booster et sont l'englissement vers les bras de la tour. Mais en faisant ça, les toutes dernières gouttes d'ergol vont être consommées et il n'y aura pas de deuxième chance. Ce dernier point est paradoxalement également un avantage, car le faible volume d'ergol résiduel fera moins de dégâts en cas de catastrophe. Ainsi, lorsque le booster arrive en position de recherche de contact avec les deux bras, sa masse est minimale et le feu de 3 moteurs à moins de 50% de puissance ne représente finalement qu'un danger très limité pour les installations au sol. En plus, un accrochage réussi du booster laissera le sol suffisamment éloigné des tuyères des moteurs. Si jamais cela ne suffisait pas, une mise en marche du système d'éluge du bouclier thermique situé sous la table orbitale serait une mesure qui pourrait s'avérer largement suffisante, car nous connaissons maintenant bien les images, ces jets puissants débordent largement du seul pas de tir et protègent une zone bien plus vaste. Le vrai risque viendra plutôt d'une phase d'approche insuffisamment précise dans les derniers instants, ou même carrément ratée. Le booster pourrait ainsi, en cas de non-maîtrise de son vol piloté, atterrir juste sur la ferme à ergol ou sur la tour elle-même, occasionnant par son impact mécanique des dégâts considérables. Et là, aucune parade possible. Une mitigation de ce risque a bien été prévue dès le départ, c'est de dessiner la trajectoire idéale de retour de façon à ce qu'elle ne survole aucune installation sensible, mais encore faut-il pouvoir rester dans ce couloir sécurisé. Une possibilité alternative, comme le propose un lecteur, serait d'envisager, en guise d'entraînement, de courts vols de booster seuls, se résumant en une ascension d'une 50aine de kilomètres, histoire de prendre ensuite suffisamment de vitesse de chute, et tester puis valider cette délicate opération à moindre coût. Mais dans tous les cas, et vous le savez si vous suivez régulièrement le journal de la Starbase chaque mercredi et chaque samedi à 18h, le premier essai sera à très haut risque pour le site de lancement de Boca Chica. Tant que la seconde tour n'est pas achevée et opérationnelle, un accident majeur remettrait le planning officiel au calendrier grec. Souhaitons donc encore une fois que SpaceX ne confonde pas vitesse et précipitation, mais quand on voit les énormes progrès réalisés sur le 4e vol, on peut rester confiant. Merci Philippe, mais tu sais bien que c'est pas le genre de SpaceX de confondre vitesse et précipitation. Même si tu as raison, il vaut mieux y aller doucement pour une telle manœuvre. D'ailleurs, les terriens, enfin surtout pour les nouveaux, n'allez pas confondre vitesse et précipitation non plus. Donc au cas où vous l'auriez oublié, eh bien merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos que je poste sur la chaîne. Et n'oubliez pas le pouce en l'air afin de soutenir notre travail et pour que l'algorithme de YouTube continue de recommander notre contenu à de plus en plus de monde. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve ce vendredi sur le journal de l'espace pour l'actualité spatiale. À très bientôt les terriens.